seront autant de paramètres, qui seront autant de types de discernement par rapport auxquels on va faire des modulations. Puis un type de discernement par rapport auquel on peut faire des modulations, bah, c'est tout simplement distinguer le blanc et le noir parmi tout un tas d'autres couleurs et décider qu'on va les mettre soit en opposition ou en complémentarité. Hein. On pourrait très bien décider que c'est pas le blanc et le noir, mais le blanc et le bleu, ou le blanc et le rouge, qui vont être opposés et complémentaires. Et de là, par ce postulat, voir jusqu'où les choses nous mènent dans cette espèce d'entonnoir, en fait. Hein. C'est mon nouveau mot, ça, en fait. C'est bien, je dis plus... qu'est-ce que je disais? En tant que... Ouais, ça me fait voir que la matrice réflective, c'est comme si nous on était un morceau de sucre. Je dois avoir un truc avec le sucre en ce moment. Si nous on était un morceau de sucre qui est dissoluble dans l'eau, et que cette eau en fait elle représente l'infinité en fait des choses. Ça représente même pas forcément l'infinité, mais une étendue assez grande pour qu'on s'y dilue rien qu'en étant au contact à sa surface, quoi. Et alors que si on utilise une matrice réflective pour pénétrer cet infini cette grande étendue dans lequel on se diffracterait, hein, on serait aux quatre coins, on serait tellement dispersé qu'on n'aurait plus la totalité de nos capacités. Et quand bien même on concentrerait ces capacités en point par point, bah, ces points ils sont envoyés dans cette infinité au hasard. Et c'est comme si on cherchait sur l'infinité d'Internet en tapant des adresses URL au hasard. Alors c'est sûr que ça va nous apporter des informations, mais après là, il faut des coordonnées de localisation justement. Voilà. Et donc avec ce scaphandre, lui il permet de ne pas être dissolu en fait, hein, de ne pas se dissiper, pas aller à gauche, à droite. C'est comme si on avait C'est intéressant. Par exemple, quand je vais sur Wikipédia, je me retrouve tout de suite facile avec une vingtaine de pages. Hein. Il y en a qui vont se reconnaître, je pense. Et de ce que je vois, si j'appliquais une matrice réflective en fait sur mes recherches internet, je pourrais inclure, par exemple, je sais pas, que toutes mes recherches, je vais dire une bêtise, hein, mais que toutes mes recherches vont exclure la lettre A et la couleur bleue. Ce qui fait que, admettons, par rapport à cette matrice réflective-là, qui est toute bête en fait, j'ai posé juste deux conditions d'exploration en fait. Hein. Là, je reviens sur les conditions par rapport à... Ouais. Et donc je pose deux conditions d'exploration. Admettons que je me trouve juste sur Wikipédia, pour rester là-dessus, je vais tomber sur qu'est-ce qu'une matrice, admettons, voilà, hop. Et direct, déjà, le mot matrice, il contient la lettre A, donc ça va exclure. Donc je vais trouver, admettons, je vais rester sur la même idée de matrice, parce que je parle vraiment de ce qui me vient, j'essaie de mettre dans les conditions. Donc de là, je vais trouver un autre mot, je sais pas, je pourrais dire utérus, au lieu de dire matrice, parce qu'une matrice, tous les utérus sont des matrices, mais toutes les matrices ne sont pas des utérus. Mais du coup, je peux utiliser ce terme-là. Voilà. Puis comme il n'y aura pas la notion de bleu sur cette page Wikipédia, admettons, puis qu'il n'y aura même pas du tout la lettre A dans le texte, là, ça sera OK. Voilà, je pense que je me suis fait comprendre, c'était pas très bien expliqué, parce que, voilà. Là, pour le coup, c'est une mauvaise matrice réflective, là.
le, le coup de exclure la lettre A dans la recherche, parce que essayez de trouver une page internet qui ne contient pas la lettre A. Puis en plus de ça, il ne faut pas que, quand même, après ça dépend on peut même avoir la condition que non seulement il ne faut pas la lettre A, mais qu'il ne faut pas que la notion de lettre A se forme. Par exemple, pas de poésie qui certes ne contienne pas la lettre A, mais il ne faut pas qu'elle soit écrite en forme de A, admettons. Voilà. Et il y a des conditions de ce style-là, en fait, quand on utilise des formes géométriques, en fait. C'est juste qu'on utilise une limitation de nombre, en fait. Et en utilisant une limitation de nombre, matrice 3, matrice 4, matrice 64, parce qu'on peut prendre par exemple l'exemple du, comme je pense à ça aussi, il y a l'exemple du Viking, je parlais du tarot et tout, et il y a l'exemple du Viking avec l'hexagramme qui contient en tout 64 modulations. Je pense qu'on peut en faire même beaucoup plus. Je pense que ça ne s'arrête pas, mais ça se... Ouais. Parce qu'une fois que vous avez associé 1 et 2, bah vous obtenez l'objet 3. Mais l'objet 3, vous pouvez l'associer avec 2 comme vous pouvez l'associer avec 1. Donc vous allez obtenir encore un autre objet, et encore un autre objet, et ça ne s'arrête jamais en fait. Donc j'ai pas... Je comprends que je vais dire la matrice Viking, ouais. Que l'hexagramme, il comporte 64 modulations, mais sépare justement par rapport à certaines règles que j'ai pas bien perçues. Bon, en tout cas, pour dire les choses simplement, bon, bah voilà, il y a 64 modulations possibles dans le Viking à partir d'une matrice 3, que j'avais appelée hier une matrice primaire. Donc cette matrice primaire dans le Viking, bah, ça correspond à plus, moins et neutre. Donc on pourrait ramener à un triangle, tout simplement. Un triangle, ou au choix, toute autre chose qui se rapporte à 3. Comme par exemple, hier, je parlais de la matrice 4, qui si on la met en carré, bon bah c'est correct, hein, 4 angles, 4 faces, 4 possibilités de base, avec lesquelles on peut faire de la modulation. Et ce qui n'est plus le cas, ce qui n'est plus le cas, plus la même chose si on met après si on monte d'une dimension et que du coup le cube, lui, il a 6 faces et puis il a 8 angles. Donc c'est encore autre chose que le carré, lui, il a 4 faces et 4 angles. C'est pas les mêmes propriétés parce qu'on ne peut plus faire les mêmes choses avec, c'est plus les mêmes limitations, c'est plus les mêmes... Voilà. Mais par contre, on peut toujours être en matrice 4, en 3D. Mais c'est pas avec le cube, c'est avec le tétraèdre. Le tétraèdre, lui, il a 4 faces, comme le carré, en 2D. Puis il a 4 faces, puis il a 4 sommets, comme le carré, en 2D. Donc le tétraèdre, en termes de matrice réflective, serait... le carré, en termes de matrice réflective, sa projection dans un niveau plus haut serait plus le tétraèdre que le cube. Parce que je regarde là la forme géométrique sous cet aspect-là de modulation, cet aspect modulatoire, avec ces nombres définis. On peut voir, par exemple, c'est une bonne image ça. On peut voir la différence entre, j'avais appelé ça comment, facteur modulatoire et modulation primaire. Regardez ça. Alors, facteur de modulation et modulation primaire. Voilà. Donc,
la modulation primaire, ça serait par exemple si vous avez vous avez un cadenas à code et il y a un nombre de chiffres à mettre. Ça va être 1, 2, 3, 4, autant que vous voulez. 4, on va dire. Hein. Et donc, ce qui fait qu'on va avoir une modulation primaire 4. Et puis même, ça c'est un détail important à noter aussi, c'est qu'après on peut le prendre en compte ou pas, c'est que toutes ces 4 modulations primaires, elles ont aussi elles ont aussi en quelque sorte leur modulation primaire. Enfin, il faudra que je mette ça en... C'est intéressant. Il faudra que j'écrive ça. C'est-à-dire que dans la modulation primaire 4, pour un cadenas, pour prendre l'exemple d'un cadenas tout bête, bah, chaque molette va de 0 à 9. Donc il y a 10 possibilités par... voilà. Ce qui fait que il va y avoir donc non seulement un seul code possible, mais c'est même pas de ça que je veux parler, il va y avoir un nombre prédéfini du coup de combinaisons possibles à pouvoir faire. On s'en fout de quelle est la bonne combinaison. Et ça, on le voit très facilement. Même sans calculer, par exemple, combien de codes possibles il pourrait y avoir à un cadenas à 4 chiffres, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on va rajouter une rondelle, bah, on augmente ce nombre de codes possibles. Et puis, et puis à contrario, une fois qu'on a compris ça, bah, si on passe de 3 à 4, de 4 à 3, on réduit, hein, logiquement. J'ai même pas besoin de le calculer, je le vois par logique, on va dire, même si je peux me tromper. Hein. Mais bon, c'est déjà plus ou moins vérifié ça. J'ai pas besoin de tout vérifier. C'est de la géométrie en fait, pour moi. Je fais pas d'algèbre, je sais pas quoi, je visualise. Et donc après on descend de... Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, je le précise, parce que c'est pas parce que quelque chose va dans un sens et que après par exemple, comme je vous ai dit, bah, plus on augmente le nombre de molettes et plus on augmente le nombre de possibilités de code. Mais parfois la réciproque n'est pas toujours vraie. Je donnerai un exemple plus tard de ça. Par exemple avec l'entropie, tout simplement, le phénomène d'entropie. Le phénomène d'entropie, c'est quand il y a une mécanique qui se passe dans un sens, mais qu'a priori, sa réciproque inverse n'est pas valable. Comme un objet qui pourrait être capable de monter, mais qui ne serait pas capable de descendre. Et nous, on a un peu cette faculté-là, en quelque sorte, dans le contexte où on est capable de avancer dans un sens passé, présent, futur, pour ce qu'on peut en dire, hein. Mais on ne fait pas l'inverse. C'est le temps va dans un côté. C'est pas comme une géographie dont on peut aller dans les quatre points cardinaux et puis revenir en arrière et ainsi de suite. C'est comme les objets qui tombent naturellement, bah, ne remontent pas naturellement. Il leur faut un paramètre supplémentaire pour monter parce que la gravité va à contresens, tout simplement. Puis comme de la même manière vous vous déplacez dans le sens du vent, ça va vous mettre dans un certain paramétrage de propulsion. Si le vent est contre vous ou orienté différemment, ça vous mettra dans un autre paramétrage. Ce qui fait qu'on voit que votre mécanique d'avancement, selon le vent, si le vent est en face ou dans le dos, cette mécanique n'est pas la même. Vous pouvez pas utiliser votre façon de marcher en arrière parce que cette fois le vent souffle en face ou enfin non, ça va pas. Bref, je vais un peu loin. Faut que je rembobine. Donc voilà, donc je parle du cadenas là. Donc après on passe de 4 à 3, de 3
De 3 à 2, et puis de 2 à 1, là, les possibilités de calcul sont faciles, parce qu'il n'y en a que 9. 10, de 0 à 9, donc ça fait 10. 10 symboles possibles. Voilà. Donc ça, c'est pour le facteur de modulation et modulation primaire. Donc en regardant par exemple l'hexagramme du Yiking en 64 motifs, à partir d'une base de 3. Comment dire? Ça image bien ce que je veux dire de la matrice réflective, parce qu'on va prendre quelque chose de plus ou moins neutre, mais pas tellement, parce qu'on va projeter des choses sur la base de ce qu'on va commencer à regarder. Par exemple, si vous voulez utiliser le Yiking, si moi je veux l'utiliser, je sais que le Yiking c'est du plus ou moins neutre, hein, voilà. Il y a des termes pour ça, mais on va dire ça, c'est en 3. Puis il y a 3, il y a un parti pris de les mettre les uns au-dessus de l'autre, comme ça, en séquence, de haut en bas ou bas en haut, en vertical. Et donc, si je veux, je peux me dire que le plus, c'est le côté masculin ou ésotérique ou biologique ou même masculin mondain, moderne, bref. Peu importe ce que ça veut dire pour nous. Il y a sa polarité qu'on admet, qui est la polarité féminine. Puis il y a la polarité, la troisième, qui est neutre. Qui va être soit aucun des deux, soit l'assemblage des deux. En tout cas, c'est le troisième larron de l'histoire. On pourrait faire même notre conception, Brahma, Vishnu, Shiva, ou papa, maman, enfant. Il y a plein de trucs tout de suite qui peuvent aller par 3 comme ça. Beaucoup de choses. Et très connu. Et donc à partir de là, on pourrait se dire, tiens, je vais rester sur l'exemple Brahma, Vishnu, Shiva, avec le Brahma en neutre, et puis on va mettre Shiva en plus et Vishnu en moins. Ouais, peu importe. Et donc du coup, je vais me demander, du coup, moi, ma question de base, ça va être, qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que ça représente, cette trinité? Pourquoi est-ce qu'il est dit qu'ils sont toujours mis ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en plus de ça, pourquoi il y a un Vishnu et un Shiva alors que Brahma, il pourrait bien faire le taf tout seul, puis il pourrait bien même être tout seul, et il n'a pas besoin de créer le monde en fait, hein. Il n'a même pas besoin d'être avec quelque chose, il n'a même pas besoin d'être. Le besoin, c'est bien le seul truc qui ne sait pas ce que c'est. Et donc on va prendre ces 3 éléments, et puis on va en faire des combinaisons. Donc, grosso modo, il faudra que je regarde instinctivement, je vois, il y en a, sans faire le calcul, je vois il y en a 6 qui vont se mettre en place. Et à partir de ces 6, ils vont être comme un intermédiaire. Puis ces 6, on peut les disposer en 2 triangles inversés, par exemple. Avec le premier triangle pointé vers le haut, Brahma, Vishnu, et à gauche, et Shiva à droite, en bas à droite. Puis un autre triangle inversé.
Et on va voir que en établissant ces 6 distinctions à partir de 3, on obtient les intermédiaires, les interconnexions en fait. Les interconnexions qu'il peut y avoir entre Brahma et Vishnu, et Vishnu et Shiva, et Shiva et Brahma. Et de ces interconnexions, en fait, on va en voir, on va en estimer la nature, on va en estimer la valeur. Et aussi par rapport aussi à ce que les choses nous évoquent en fait, hein. Parce que c'est pas dans l'intellectuel là, c'est pas dans la vérité scientifique, je ne sais quoi. Et puis surtout, il ne faut pas s'accrocher quand on est dans le. Faut pas être en état de recherche, de croyance ou de validation. Ou d'essayer de se convaincre ou pour convaincre, pour faire beau dans les soirées mondaines. Non. C'est peine perdue si on est dans cette volonté-là, c'est peine perdue. Ou du moins, c'est pas à ça que. C'est pas à développer des connaissances, c'est pas à percevoir les choses plus facilement en consommant moins d'énergie que ça va servir. Et donc si on reprend donc, cette continuité comme ça là, que j'ai pris au hasard au Brahma, Vishnu, Shiva, à partir de ce 3, de toute façon je vais le faire, je suis en train de les faire les travaux là. Je vais voir de toute façon si c'est ça ou pas. Donc, normalement, si j'ai bien compris, on devrait obtenir 64 idéogrammes, parce que là pour le coup c'est des idéogrammes. Brahma, Vishnu et Shiva sont des idéogrammes là pour le coup. Des idéogrammes avec lesquels on peut faire des tétra-idéogrammes, ainsi de suite. Et à partir de ces tétra-idéogrammes, il y en a 6 de base, et à partir des 6, 64. Voilà. On a pour le tarot en prenant les 22 arcanes. Éventuellement, ces 22 arcanes, on peut les placer dans une matrice 12 ou 22 ou 6 ou 3. Non, qu'est-ce que je raconte? Dans une matrice 11. Oui. D'ailleurs, c'est la plus petite, parce que sinon après, on va juste prendre des nombres décimales. Une matrice 5,5 après, ça fait. Pourquoi pas, mais bon. On n'est pas obligé de se compliquer les choses. Donc les 22 arcanes du tarot, on peut les mettre dans une matrice 11. Donc 22, 33, ainsi de suite. Et donc les passant judicieusement dans cette forme, eh bien, comme je l'ai dit pour le premier exemple avec le listing, on peut voir les interconnexions en fait entre les choses. Ça nous donne ne serait-ce que ça nous donne une sorte de carte mentale en fait, visuelle. Et cette carte mentale visuelle, elle sert de composant de carte graphique pour nous faire voir ce qui est abstrait en fait. En fait. Ah oui, ça nous fait voir ce qui est abstrait. Excellent ça. C'est exactement comme mettre une équation en forme géométrique pour en percevoir non pas l'essence ou ce qu'elle est de manière plus prégnante, mais
pour avoir un contact émotionnel avec cette émotion, avec cette équation. Ouais. Pour quelqu'un comme moi, c'est pas pareil du tout voir la formule mathématique d'un triangle que je ne saurais même pas lire. Je ne saurais même pas que ça parle d'un triangle, par exemple, que de voir le triangle. Puis en voyant le triangle, la loi de Thalès, le nombre d'or et tout, je sais à peu près repérer les trucs par rapport à quel type de triangle je vois, je sais à peu près quelle gueule il a, quoi. J'arrive à peu près à voir si c'est un triangle d'or, et puis quel type de triangle d'or, et ainsi de suite. Puis même comme n'importe qui, les triangles rectangles, on les reconnaît, et les triangles équilatéraux, ils sont faciles aussi à voir. Il y a quand même un côté d'économie d'énergie quand même dans le visuel. Pour moi, c'est comme si l'intellectualisme qu'on a aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'on nous dicte le code barre ADN de l'homme, et puis celui qui cause, il s'attend à ce qu'on voie un homme. Mais il faut le montrer, l'homme, directement. Il ne faut pas parler de son ADN de je sais pas quoi. Ça rime à quoi tout ça, à part se bouffer de l'énergie? Puis en plus, une fois qu'on peut se passer de cette espèce d'intellectualisme-là et qu'on peut avoir des flashs, des images, parce que moi, mon écran d'ordinateur, j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'écran d'ordinateur, je l'ai dans la tête. Je le vois si j'ai besoin de le voir. Et ça y est, c'est l'instant coupure. Moi, de toute façon, je pense que j'ai pas mal parlé.